Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank, et tout devient possible. À tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Succès en direct. Ce soir encore, 3 nouveaux entrepreneurs vont se lancer dans l'arène avec un seul objectif, convaincre nos baobabs et décrocher le deal qui changera leur vie. Ici, sur ce plateau, il y aura des rires, des émotions, des choix audacieux et surtout des histoires de courage et de vision made in Africa. Avant de découvrir nos candidats du jour, accueillons comme il se doit nos baobabs de ce soir. Didier Classe est un expert en tech et évolution numérique. Il joue un rôle central dans la transformation numérique et les innovations technologiques et se distingue par la qualité de ses réalisations. Max Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur, engagé et homme d'influence. Il investit dans les projets à fort impact social. Vanessa Dandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise, elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement du secteur privé et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance. Sans oublier l'investisseur mystère. Professionnel du business et de l'investissement, il n'est pas présent sur le plateau, mais il pourra intervenir à tout moment et proposer des partenariats aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à tout miser sur les entrepreneurs d'aujourd'hui. Tout miser, je ne suis pas sûr, mais... Mais en tout cas, miser. Écouter, en tout cas. Ça dépendra de ce qu'on nous vend. Il va falloir nous convaincre. Hein. Voilà. D'accord. Alors, nos baobabs sont prêts. Le plateau est en place et l'énergie est au rendez-vous. Mais vous le savez, avant chaque émission, il y a un moment unique, celui où les investisseurs peuvent échanger et négocier entre eux. C'est le moment du Black Market. Et je déclare le Black Market ouvert. Alors, on a une proposition pour toi. Ouais. Le premier, c'est Sovaproat, qui est une entreprise agricole. Ok. Donc, ils font de la production agricole et de la transformation. Ils transforment quoi? Ils transforment, donc ils ont un atelier infusion, ils ont un atelier farine, avec des farines de manioc et tout ça, où il y a un gros potentiel à cause de la consommation de produits non gluten et d'autres éléments. Alors, c'est des super beaux produits et je trouve qu'il faudrait réfléchir à les sortir du Gabon. Et donc, je pense à toi. Il y a moyen de... Ça peut être intéressant. Ouais, je pense. D'accord. C'est okay. bon? Bon. On regarde. Ok. Le marché est fermé et on va tout de suite découvrir le premier projet de ce soir. Aujourd'hui, nous rencontrons un entrepreneur au parcours international. Formé en Côte d'Ivoire et à Paris, passé par de grands groupes, ce data scientist revient avec une ambition claire: mettre la technologie au service de nos agriculteurs et redonner le sourire à ceux qui nourrissent nos terres. IoGreen, c'est une start-up qui fournit de la donnée fiable, actionnable en temps réel aux producteurs agricoles grâce à la surveillance aux satellites haute résolution et à l'intelligence artificielle. IoGreen a été créé principalement pour aider les petits producteurs à faire face au réchauffement climatique et aux normes de durabilité beaucoup plus complexes.
Aujourd'hui, on permet aux producteurs de savoir quand est-ce qu'il faut produire et pendant la production, on leur fournit des informations pour prendre les meilleures décisions sur les exploitations. Aujourd'hui, IoGreen, c'est plus de 14 000 hectares surveillés en Côte d'Ivoire et nous avons énormément de projets en cours pilote. Nous voulons accélérer cette croissance que nous avons sur le marché. Donc, rejoignez l'équipe IoGreen pour faire de l'agriculture en Côte d'Ivoire un secteur durable pour les petits producteurs comme pour les industriels. Mais face à des baobabs aussi exigeants que coriaces, sa vision tiendra-t-elle la route? Nous le découvrirons. Mais d'abord, retour au SAS. Bonsoir Saint-Jean Kouadio, tu vas bien? Bonsoir, je vais très bien, merci. Alors, ce soir, 4 baobabs sont prêts à entendre ton projet et peut-être à miser leur cori. Mais tu ne pourras pitcher seulement à 3 si tu tires une boule rouge. C'est le tirage du destin. Dans cette boîte, des boules rouges, des boules blanches. Si tu tires une boule blanche, tu pourras pitcher ton projet à tous les baobabs présents. Mais si tu tires une boule rouge, tu devras en mettre un en veille. Bonne chance. Merci. Tu m'as l'air très serein. Ah, c'est une boule rouge. Tu devras donc mettre un des baobabs en veille. Pour rappel, nous avons sur le plateau Vanessa Adandé, Max Alain Gradel, Didier Cla et Daouda Koulibaly. Quel baobab est-ce que tu as décidé de mettre en veille? Monsieur Max Gradel. Max Alain Gradel sera donc en veille. Il ne pourra pas te poser de questions après ton pitch ni investir sur ton projet. Bonne chance. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. 50% des actifs en Côte d'Ivoire travaillent dans le domaine agricole. Malheureusement, ce secteur stratégique pour le pays fonctionne à l'aveugle. Très peu de données disponibles. Avec des défis comme la détérioration des sols, le changement climatique et des normes de durabilité de plus en plus complexes de certains pays d'exploitation, c'est plus de 100 millions d'exploitants agricoles sur le continent africain qui sont directement vulnérables. Des pertes fréquentes de rendement, la baisse continue de la production et des pertes de certains marchés. Pour résoudre ce problème, nous fournissons aujourd'hui la bonne information aux bons acteurs au bon moment. Grâce à la surveillance satellite haute résolution des exploitations agricoles de nos partenaires et à des modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes capables de monitorer des parcelles par satellite tous les jours pour détecter les besoins en eau des parcelles, les besoins en culture, surveiller la température du sol, surveiller les indicateurs météorologiques pour faire du conseil, du planning agricole. On fournit aussi une plateforme aux industriels aujourd'hui pour pouvoir gérer la conformité, les projets d'agroforesterie, les carbones séquestrés et des indicateurs de durabilité de leur pays d'exploitation. Et également, aujourd'hui, notre système est connecté sur certaines plateformes des pays d'exploitation pour intégrer les données fiabilisées automatiquement. Depuis notre lancement commercial en janvier 2025, nous suivons aujourd'hui plus de 14 000 hectares de terres agricoles pour plus de 6 000 exploitants agricoles. Nous travaillons avec des institutions publiques, des coopératives, des petits exploitants comme des agribusiness. Nous avons des partenaires, des centres de recherche en Côte d'Ivoire également et nous avons remporté plusieurs prix à l'étranger et en Côte d'Ivoire. Nous voulons accélérer ce développement commercial, raison pour laquelle nous souhaitons lever 65 millions de francs CFA pour 10% du capital pour renforcer nos équipes, le déploiement de nos équipes sur le terrain, améliorer notre produit et ensemble résoudre des gros défis de notre continent, rendre la production agricole résiliente et soutenir les politiques de sécurité alimentaire. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Tu peux attaquer. Son message a-t-il été suffisamment clair pour nos investisseurs? Place maintenant aux questions. En tout cas, merci. C'est un bon projet dans la conception, dans le positionnement. Et donc, la première question que j'ai à vous poser, les données sont stockées où? Les données? Oui. Aujourd'hui, on a des partenaires locaux. Il y a des serveurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur lesquels on stocke nos données. C'est dans quelle date? Il y a des data centers en local? C'est ça. Qui est votre partenaire pour la captation de données satellites? On travaille avec la NASA. On est en partenariat avec la NASA. On a développé la boîte à station F. Donc, on a des données aussi de Airbus Space qui nous permet de monitorer tous les jours les exploitations agricoles. Vous êtes basé où? En Côte d'Ivoire? Nous sommes en Côte d'Ivoire, oui. Mais on a été accompagné par Station F, le plus grand campus de start-up. Vous avez le chiffre d'affaires que vous faites aujourd'hui, c'est combien? 19 millions. 19 millions depuis le début. 19 millions réalisés depuis janvier 2025. Exactement. Et votre besoin, vous avez investi combien à peu près? Dans le développement de la boîte,
Aujourd'hui, nous avons eu pas mal de subventions. Nous avons investi plus de 100 millions d'euros dans la conception. 100 millions d'euros. 100 000 euros. 100 000 euros dans un peu plus de 100 000 euros dans le développement de la solution. On a déjà des données satellites parce que c'est des abonnements sur le long terme, des abonnements de données satellites, le serveur, le cloud. Et votre équipe est composée de combien de personnes? Nous sommes 9 personnes, 3 cofondateurs. Moi, je suis data scientist. J'ai travaillé à Paris un peu pour un grand groupe en tant qu'analyste en stratégie. Il y a un qui vient du monde de la finance, un qui vient du monde du développement. Nous avons 3 développeurs en Côte d'Ivoire avec qui on bosse sur le projet et 3 agents sur le terrain pour faire l'acquisition de clients. 3 agents pour faire l'acquisition de données? Non, clients. Les données sont captées par satellite quotidiennement. Non, pour le recrutement des clients. Vous dites? Recrutement des clients. C'est ça. On a segmenté les cibles. Par exemple, les institutions, les ONG, les agro-industriels, c'est l'équipe fondatrice qui s'en charge. Par contre, les middle, les 100 hectares, 200 hectares, c'est les agents là qui s'en occupent sur le terrain. S'il y a besoin, on vient en renfort et pour vraiment nous permettre de bien mailler le terrain et bien se déployer. Quel est votre plan de développement dans les 3 ans qui viennent? Parce qu'il y a une masse importante de données. Exactement. Ça nécessitera des investissements assez conséquents. Non. En termes de stockage, ou bien, comment ça va se passer? De toutes les façons, en termes de compétences. C'est la prévision. Si on a 10 hectares, on va commander pour 50 hectares de données satellites. Donc en fait, c'est calibré. Aujourd'hui, le coût par hectare, c'est à peu près 2,50 €. On va à peu près à 10 €. Donc c'est la marge énorme. Donc c'est vraiment monter à la cadence. On ne paie pas en avance. Et on a juste besoin, par exemple, de monitorer plus de 8000 hectares pour être rentable avec toutes nos équipes. Donc au-delà de 8000 hectares, on fait une marge de plus de 90% sur chaque hectare que nous acquérons. Et là, vous avez 14 000 aujourd'hui? Oui, mais on a fait plusieurs tests. Parfois, c'était des tests gratuits avec des centres de recherche partenaires avec lesquels on a travaillé. Parfois, on réduisait le coût parce qu'on venait d'arriver sur le marché. Est-ce que la solution est opérationnelle à date? Oui, notre plateforme est disponible. Nous avons des clients, des utilisateurs. On a des institutions publiques qui travaillent avec nous, donc c'est facilement vérifiable. Il est 65 millions pour 10%. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous valorisez votre boîte à combien? Un peu autour de 1 million d'euros. Autour d'1 million d'euros. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire des 65 millions? Alors, d'abord, renforcer nos déploiements commerciaux principalement, parce que notre objectif l'année prochaine, c'est de dépasser plus de 150 000 hectares de terres agricoles surveillées. Donc, on a besoin quand même de faire un bon maillage, pas beaucoup d'agents, mais de manière stratégique, dans des zones d'acquisition, renforcer cette stratégie de communication ensuite et améliorer nos produits, parce qu'on a développé des agents IA capables aujourd'hui de discuter en langue locale avec les producteurs. Ils les appellent, ils ont des conversations. On est en discussion avancée avec un opérateur actuellement pour le déployer à grande échelle. Donc, accompagner l'amélioration du produit. Et voilà, vraiment, c'est les 2 aspects. Renforcer le développement commercial et continuer à améliorer notre produit. Et quelles sont vos prévisions de chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années? L'année prochaine, c'est un peu plus de 800 millions de francs CFA, puisqu'on cherche 150 000 hectares à pouvoir monitorer. Et l'année d'après, on cherche à franchir le cap de 500 000 hectares de monitorer. Donc nous, vraiment, l'indicateur le plus pertinent pour nous qu'on surveille, c'est le nombre d'hectares qu'on surveille. Après, pour le chiffre d'affaires, on a certains seuils, on ne veut pas dépasser, on ne veut pas descendre au-dessous de par exemple 3 000, mais si les utilisateurs veulent négocier par exemple pour des prix, pour des projets spécifiques, on les met en place. Vous savez que votre projet, il est intéressant, mais la mise en œuvre opérationnelle, elle n'est pas évidente. Vous savez bien, parce que un des volets les plus importants, c'est le recensement des producteurs. C'est sur ça qu'on a fait l'innovation. Et quand on a pitché, beaucoup de fonds sont intéressés par ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a des modèles capables de scanner, par exemple, d'année, aller détecter tous les champs de riz sans qu'on ait besoin d'être sur le terrain. Donc, nos agents, quand ils passent sur le terrain, ils ont déjà les champs mappés. On pouvait détecter à quel producteur ça appartient en utilisant le bonnage, mais on s'est renseigné avec l'ANSI, ce n'est pas légal. Donc, on a déjà les cartographies qui sont faites automatiques pour nos cultures d'intérêt. Et maintenant, on déploie les agents pour les associer aux producteurs. Donc, vraiment, ce problème-là, on l'a résolu pour vraiment apporter une grande innovation sur ce secteur, nous différencier des produits. Les regards sont fixés, les certitudes vacillent. Voici le choix des baobabs. Je me prononce. Sous réserve d'étudier la valorisation de votre entreprise, parce que vous dites aujourd'hui 1 million d'euros, j'estime que c'est surévalué. Okay. Franchement, c'est surévalué. Parce qu'une start-up de 9 personnes qui démarre, même si c'est bon,
captation des données, c'est bon. Vous êtes avancé dedans, mais quand on regarde ce qui est fait, hein, c'est une modélisation qui est faite. C'est des modèles qui existent aujourd'hui. Vous avez plugué, vous avez travaillé dessus. Oui, c'est bon. En termes de modélisation, mathématiques, etc., IA, c'est bon. C'est des agents qui existent. Hein. Ce n'est pas une révolution majeure, mais l'initiative de compiler ces agents pour faire ce produit-là. Je salue cette initiative, surtout dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire. C'est une bonne première. J'ai rencontré des gens comme vous qui ont fait. Sous réserve de voir le fonctionnement réel de votre plateforme, pour voir un peu la fiabilité des données que vous avez. Parce que ça, c'est très important, qui sont captées. Et de la valorisation, je vais me courir. Mais il faut qu'on discute maintenant pour voir à quel niveau de prise de participation on va. Ok. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Je crois que ça mérite des applaudissements parce que si vous avez réussi à avoir l'idée, pour ma part, je vais passer mon tour et je vais... En tout cas, bravo. Hein. Je trouve que c'était un projet très intéressant. Je vais dire que ça m'intéresse, mais le montant par rapport au parts, je trouve en fait, donc voilà. Donc, pour moi, le prix est un peu trop élevé par rapport au parts que je pourrais avoir, donc 10%. Et donc voilà, donc, ce qui fait que je garde mes courriers, sinon autrement, c'est un projet que je trouve très intéressant et qui m'intéresse au plus haut point. D'accord, ça marche. Okay. Moi, merci beaucoup. On doit rediscuter du montant de la part parce qu'il faut valoriser votre entreprise, on doit faire Après, on a deux inverses, donc ça va être en compétition. Et puis, normalement, les parts, c'est ça aussi. Hein, donc, ce que vous pouvez apporter au-delà de l'aspect financier aussi, nous, on regarde. Et si ça nous intéresse, on peut discuter des parts. D'accord. Donc, on est très ouvert là-dessus. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on fait, c'est une compétition. Exactement. Voilà, donc, on viendra discuter avec vous si on s'accorde. Sur les éléments financiers, sur les éléments techniques, parce que c'est surtout les éléments techniques. Exactement. La donnée, ça se vend, mais ça a un prix. Il faut vérifier la qualité, la fiabilité des données qu'on vend. Il faut vérifier ça. Et puis bon, il faut aussi mettre ça au regard aussi des solutions concurrentes. Exactement. Si vous avez des concurrents aussi qui proposent ces solutions-là, et on va peser tout cela pour dire si on paye ou on ne paye pas. Mais je suis d'accord avec Daouda que 10% pour 65 millions pour une boîte qui démarre, franchement, c'est petit. C'est très élevé. Vous surévaluez votre entreprise. Non, je pense que quand vous allez avoir certains éléments confidentiels, vous allez vous rassurer parce qu'on a quand même des partenariats avec des organismes solides sur lesquels on a des pilotes et qu'on va étendre en fait sur les années à venir sur vraiment des hectares. Et c'est des entreprises en Côte d'Ivoire très très connues. Donc je pense que... Alors est-ce qu'on peut, il y a l'option de laisser ouvert, donner sans préciser combien de courriers on met, le temps justement de vérifier ça. Parce que comme je dis, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais encore une fois, voilà, par rapport à ma poche, 65 millions pour 10%, je trouve que ce n'est pas très non, mais si, bon, je peux me plugger derrière Didier. Comme c'est le ça marche. Peut-être qu'on fera un black market, on fera un black market. Pas au cours de l'émission, mais en dehors de l'émission. En dehors de l'émission, on est intéressé. Et sachez une chose, hein, nous, on a l'expérience, quand même, la connaissance du terrain. Exactement. Parce qu'il y a l'apport financier, mais il y a l'aspect stratégique aussi. Exactement. Et de structuration de votre projet pour faire grandir ça. Exactement. On appartient à des grands groupes, on a une expérience de terrain. Donc, il faut comptabiliser ça aussi dans le discours qu'on a. Parce que ça l'apport intellectuel, il faut capitaliser aussi. Voilà, on est très ouvert. On a déjà fait rentrer des gens à 500 000. Donc, vraiment, ça, c'est la valeur inverse. Mais si on détecte d'autres apports extra-financiers, c'est possible qu'on en discute de la valeur. C'est de la négo, de toutes les façons. Merci. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, bravo. Félicitations. Il décroche un accord de principe avec notre baobab Didier. De son côté, Max Allen n'est pas du tout content qu'il ait été mis en veille. Il aurait peut-être mis ses courriers sur la table. Et vous, qu'en pensez-vous? Une chose est sûre, nos investisseurs s'accordent sur l'efficacité du projet. Mais ce soir, une autre pépite s'apprête à entrer dans l'arène, prête à faire vaciller les cours. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un intérêt en fait. Non, moi, je vous recommande que ce truc-là, c'est un truc à potentiel. Ouais. Il faut, même si tu n'es pas là, discutons avec eux après. Parce que ça, ils ont besoin d'encadrement. Ils parlent, hein, mais arriver à un niveau, il faut passer à la couche 7 politique pour... Parce que c'est les données agricoles. Les données agricoles, là, les gens, tu as piqué, mais à un moment donné, il faudra franchir des pas. Il peut avoir besoin de lobbying.
de belles perspectives. Exactement. Est-ce que tu es satisfait? Oui, très satisfait. Ouais. Très satisfait. En tout cas, on a hâte de voir ce que cette aventure va donner. Okay. Bon courage. Merci, à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Alors, les Baobabs ont promis de miser, on ne sait pas encore combien de coris pour ce premier projet. Voyons si le second arrivera à avoir un chiffre. Il n'a que 23 ans. Originaire du Burkina Faso, célibataire sans enfant, il porte pourtant une ambition continentale. Son projet, simplifier le parcours d'achat en ligne pour tous les utilisateurs africains en un seul geste. On a créé ce projet parce que nous avons remarqué que le parcours d'achat en ligne est très compliqué et pas du tout sécurisé. Donc, pour pallier à cela, nous avons conçu une solution qui vous permet d'associer votre carte à votre visage afin d'effectuer des paiements en ligne sans avoir à saisir vos informations bancaires et de façon très fluide, très sécurisée et surtout très stylée parce qu'il faut le dire, c'est un selfie pay, c'est quand même très stylé. Le projet que nous essayons de mettre, ce n'est pas seulement une innovation, mais c'est une petite révolution silencieuse. Et c'est montrer que l'Afrique aussi peut inventer des solutions audacieuses, adaptées à ses réalités, pensées par son peuple et pour le monde. Mais saura-t-il réussir son commandilé face à des investisseurs aguerris? Seul le destin nous le dira. Alors, c'est en bleu royal que tu vas aller défendre ce beau projet FinTech que tu as devant les Baobabs. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es prêt? Oui, très prêt. Tu vas parler comme ça doucement? Il faut que tu parles plus fort, avec plus d'assurance. D'accord, ça marche. Tu es tellement bien habillé, il faut que ton assurance aille avec. Alors, est-ce que tu vas pouvoir par contre défendre ton projet devant tous les Baobabs présents? C'est le tirage du destin qui va le déterminer. Okay. Dans cette boîte, on a des boules blanches et des boules rouges. Okay. Si tu tires une boule blanche, tu es tranquille, tu pourras pitcher à tous. Okay. Mais si tu tires une boule rouge, tu devras mettre en veille un des Baobabs. D'accord. D'accord? Oui. Un ou une. D'accord, ça marche. Alors, vas-y, mélange bien et puis fais ton tirage. Ok. Et c'est une boule rouge. Donc, tu vas devoir mettre un des Baobabs en veille. Mais lequel est-ce que tu as choisi? C'est compliqué. Disons, Monsieur Koulibaly. Monsieur Daouda Koulibaly. Ouais. Il est en veille. Il ne pourra donc pas participer à ton pitch. Il ne pourra pas te poser de questions ni investir sur ton projet. N'oublie pas aussi qu'il y a l'investisseur mystère qui regarde et qui entend tout et qui pourrait éventuellement intervenir. On ne sait jamais. Ça, c'est intéressant. Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'aimerais commencer ma présentation par une question. Avez-vous déjà effectué des paiements en ligne? Généralement, au début, tout va bien. La promo est bonne, le panier est rempli. Puis vient la partie du paiement. On vous demande d'entrer les informations de votre carte bancaire et là, vous hésitez. Vous hésitez parce que la fraude bancaire, ce n'est pas un mythe. Pitching, carte clonée, achat suspect. Résultat, 60% des gens abandonnent rien qu'à cette étape par peur que leurs informations bancaires finissent à Dubaï sans eux. Pour les 40% des gens qui sont courageux, il faut d'abord retrouver où vous avez déposé votre carte. Une fois que c'est fait, il faut maintenant saisir les informations. Nom, prénom, numéro de carte, situation matrimoniale, groupe sanguin. Vous l'aurez remarqué, tout ceci est très long et très fastidieux. Résultat, là encore, des paniers s'envolent en éclats. C'est pour résoudre tous ces problèmes-là que nous avons créé Canam Pay, la première solution de paiement par reconnaissance faciale à portée mondiale. Le fonctionnement est ultra simple. Nous permettons à tout détenteur de carte, Visa ou Mastercard, de partir sur canampay.com, de créer un compte, puis d'associer sa carte à son visage afin de pouvoir bénéficier d'une expérience de paiement ultra fluide, ultra sécurisée et surtout très stylée sur plus de 5000 sites e-commerce partenaires. Le marché mondial du paiement en ligne a dépassé les 9 000 milliards de dollars en 2024 avec une croissance annuelle de 14% chaque année. L'Afrique, quant à elle, enregistre la plus forte progression grâce à la digitalisation rapide du paiement, à l'essor du e-commerce, mais surtout grâce à la démocratisation de l'accès aux cartes bancaires par des acteurs traditionnels du mobile money. Canam Pay, quant à elle, est déjà disponible sur plus de 5000 sites e-commerce partenaires, ce qui représente un flux de transactions potentiel de plus de 10 milliards de francs CFA par an. Je vous remercie. Tout a-t-il été dit?
Ou a-t-il laissé échapper un détail crucial? Place aux questions, là où une certitude peut disparaître en un instant. Vous êtes venu nous voir pourquoi finalement? Vous n'avez pas dit quel est votre besoin en financement? Oui, effectivement. Le stress a fait que j'ai oublié. Nous avons besoin d'un financement de 84 millions contre 10% de notre entreprise. Les 84 millions seront répartis en deux parties. Nous avons besoin de 32 millions pour avoir nous-mêmes l'agrément de prestataire de services de paiement parce que nous passons par des partenaires. Le fait d'avoir l'agrément va nous permettre de traiter les transactions nous-mêmes, ce qui va nous permettre de réduire les pourcentages pour les sites e-commerçants parce que c'est vraiment le vrai blocage lorsqu'on essaie de les onboarder dans notre système. Et l'autre partie, c'est vraiment pour de la traque et pour de l'acquisition client. Et notre modèle est très bien fait puisque la plupart des gens qui s'inscrivent, c'est ceux qui sont partis sur les sites e-commerce. Ils voulaient payer par exemple par leur carte et puis ils ont vu qu'ils peuvent enregistrer leur visage, ça intrigue. Et puis ils voient aussi le côté sécuritaire et le côté gain de temps. Alors vous avez parlé de côté sécuritaire, moi je me pose la question d'un point de vue consommateur. Okay. Qu'est-ce qui me ferait faire plus confiance à votre site qu'au site du marchand sur lequel je suis en train de faire des achats? Ok, oui, très belle question. Nous savons que nous sommes une fintech, on vient de commencer, Canam Pay, personne ne connaît, mais on a des partenariats stratégiques qui font qu'il y a cette garantie-là, puisque les données bancaires, nous ne les stockons pas nous-mêmes. Nous passons par un partenaire qui s'appelle Jim Yomoi, qui est très connu dans le domaine et on met vraiment ça en avance au fait. Et avec le temps, Inch'Allah, ils commenceront à nous faire confiance. Votre solution, c'est une solution de sécurisation des authentifications et vérifier l'authenticité. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la double authentification qui existe. Effectivement. Hein? L'authentification à double facteur. Oui, effectivement. Qui existe aujourd'hui et qui est mise en place par la plupart des opérateurs bancaires. Oui, effectivement. Quand tu vas sur un site, tu veux payer, oui, c'est ça. Ils mettent en place un dispositif où même quand tu rentres pour confirmer le paiement, tu reçois un SMS sur ton téléphone et quand tu valides ton SMS ou bien ton email ou bien un code que tu reçois, tu dois rentrer ce code-là qui renforce le niveau de sécurité. Oui, ça, parce que, voilà. Et ça existe et c'est mis en place par les systèmes bancaires. Oui, c'est ça, effectivement. Cette couche que vous mettez là, quel est l'apport, sachant que les fournisseurs de cartes mettent en place un dispositif de sécurité déjà qui semble marcher et ils renforcent ça tous les jours. Ok, voilà. Ça c'est vrai. Donc, ce système-là, c'est une couche supplémentaire. Quelle est sa plus-value par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Pour que moi, j'aille m'inscrire et payer. Oui, le système dont vous parlez, il s'appelle le 3D Sécure et c'est un système qui fonctionne en fonction des banques. Par exemple, les paiements de plus de 30 €. Donc, les paiements de moins de 30 €, je peux payer sans qu'on m'envoie le code SMS. Une fois de plus, le code SMS, ça dépend vraiment du réseau. Ça peut prendre du temps avant de venir. Il faut que j'ai le téléphone à côté pour pouvoir valider. Le process est très long et ça entraîne des abandons de panier pour le marchand. Par exemple, dans le domaine du paiement en ligne, ce qu'on essaie de faire, c'est de sécuriser et de diminuer le temps de paiement, en fait. C'est les problématiques que tous les acteurs qui sont dans le paiement en ligne essaient de résoudre. Donc, nous venons diminuer le temps, on vient sécuriser. Et le code OTP qu'on envoie par SMS, c'est pour les paiements de plus de 30 €. Mais malgré ça même, il y a des fraudes bancaires. Puisque moi, je peux créer un site, par exemple, et puis vous attirer dessus. Et lorsque vous remplissez le code OTP, je débite, par exemple, 100 millions au lieu de débiter votre achat de 10 millions, en fait. Il y a ces cas-là qui arrivent très fréquemment. Oui, mais dans tous les cas, je reçois, il y a le code OTP qui certifie que c'est moi. Deuxièmement, si c'est un site qui est un site de malicieux, il y a toujours quand même un dispositif de sécurité. En quoi votre système-là permet de faire le phishing, de lutter contre ce type d'attaque, ce type de fraude? En quoi? Oui, c'est pour dire que par exemple avec le système de OTP, le phishing fonctionne et les gens commencent à continuer de faire du phishing. Et comment ils procèdent? Par exemple, je crée un site e-commerce, je mets que le paiement fait 10 € par exemple. Et lorsque vous venez, vous pensez que vous faites un paiement de 10 €. Alors qu'en vrai, vous faites un paiement par exemple de 100 €. Et lorsqu'on vous envoie le code OTP, vous rentrez et on vous débite 100 €. Donc ce qui fait qu'il y a cette psychose au niveau des clients malgré le code OTP. En quoi l'authentification faciale résout ce problème? L'authentification faciale, dans un premier temps, la personne crée son compte, il associe par exemple sa carte à son visage et sur chaque site e-commerce, il a besoin que de faire un selfie et nous, on débite la carte. Nous n'envoyons pas les informations de la carte sur le site e-commerce, au fait. Nous débitons la carte.
Non, mais si, ce que vous dites là, si le monsieur, il y a le système malicieux qu'il met, et là, il tronque 10 euros et puis il prend 100 euros derrière. Comment quel est le dispositif que vous mettez en place pour contrer ça? Ok. Je pense que il est en train de dire que à travers eux, leur plateforme, ça évite en fait qu'il y ait... Le système malicieux et les informations. Et les informations Non. Je pense que c'est ce qu'il dit. Non, ça n'empêche en rien. Puis leur plateforme ne fait que recevoir des informations venant de la plateforme de paiement. Non, mais je pense qu'il garantit cette protection aussi. Oui, il garantit, lui, il garantit que tu es authentifié par le visage. Mais il ne garantit pas vraiment la qualité, les transactions. Donc, A-t-il été clair, structuré, convaincant? Le choix des baobabs, maintenant. bon, moi, je ne vois pas la pertinence de la solution dans la mesure où elle ne répond pas totalement à la problématique. Parce que la problématique d'authentification est déjà gérée par les banques. Déjà, en plupart. Et aucune banque ne va... Le fait que toi, tu t'authentifies sur ta plateforme, ça ne garantit pas que c'est toi. Et la banque reconnaît la transaction qui est faite. Si moi, je reçois, si lui, le système dit le code, que lui, il parle de phishing, c'est le moyen dont il a parlé, l'exemple qu'il a donné, elle ne répond pas vraiment à la problématique de la solution proposée. C'est une solution qui est bonne, mais aujourd'hui, qui ne répond pas aux problématiques, qui n'est pas révolutionnaire dans le sens de qu'on appelle de résolution de problèmes de paiement. Si c'était la banque, le système de la banque qui mettait ça en place directement, ça allait être un peu révolutionnaire. Voilà. C'est la raison pour laquelle je ne mets pas mes théories. Moi, pour ma part, je pense que j'ai essayé de comprendre et je pense que dans ce que vous avez mis en place, vous avez voulu faciliter aux clients des achats rapides avec facial reconnaissance. Et je pense que derrière aussi, ce qui n'a pas été clair, c'est comment aussi sécuriser aussi le client. Et je pense qu'il y a deux volets. Et donc je pense que c'est sur ça qu'on reste un peu sur notre fin. Là, donc, je pense qu'il serait bien peut-être plus tard d'approfondir peut-être, mais pour l'instant, c'est clair que voilà, avec des informations qu'on n'a pas, il est difficile de se lancer dedans. Donc, je ne jetterai pas mes preuves. Pour ma part, je vais passer mon tour. Garder mon tour. Merci. Je vais essayer de conclure. Juste en conclusion. Au fait, au début, quand on a voulu lancer cette solution, on nous a dit qu'on n'allait jamais arriver. On nous a dit que la BCEAO n'accepterait jamais une telle idée. Mais au lieu de les écouter, je suis parti voir la BCEAO eux-mêmes. Et ils étaient impressionnés par le système. Et aujourd'hui, c'est nos premiers conseillers. Puis quand il a fallu avoir un partenariat avec quelqu'un pour traiter les données à caractère personnel, plusieurs banques nous ont dit non. Après plusieurs refus, on a pu sur un partenariat avec un groupement bancaire de plus de 130 banques. Là, ce n'était pas une banque qui faisait confiance à notre projet, c'était 130 banques qui faisaient confiance à notre projet. Nous avons vraiment travaillé sur le projet. Peut-être le temps ne me permet pas de répondre aux questions, mais si toutefois vous voulez des éclaircissements sur tout ce qui est sécurité, je pourrais peut-être en offre pour les partager. Ok. Franchement, l'idée, le concept technologique, vous savez, c'est le business que vous présentez, le modèle de business que vous présentez qui pose problème. Sinon, ce n'est pas l'innovation. L'innovation pour l'innovation, la richesse pour la richesse, c'est bien. Mais c'est la façon, l'usage que vous en faites, ou bien le modèle que vous présentez qui est pas bien, qu'il faut revoir. C'est tout. Sinon, c'est une belle idée. Hein. Ça, vous pouvez l'appliquer dans d'autres domaines, ça va être extraordinaire ce que vous avez fait comme Malheureusement, aucun deal ce soir. Mais une question demeure. Qu'en pense vraiment notre baobab Daouda resté jusque-là en veille? Aurait-il mis ses coris? Ouais, mais moi je l'aurais mis. Mais tu vois, il a mal calculé son coût. Moi je l'aurais mis. Parce que je pense que demain, ça va peut-être remplacer la 3D Secure, mais la les SMS personne machin, qui ne tout devait ça. pas mute sur ce truc-là, c'est le banquier, quoi. Ouais. Dans Succès en direct, tout est risqué et rien n'est jamais figé. Mais pourquoi a-t-il décidé de mettre en veille notre baobab?
Le connaissait-il vraiment? Découvrons qui est Daouda Coulibaly. Daouda Coulibaly, ivoirien, formé à HEC Paris, l'une des écoles les plus prestigieuses du monde. Débute sa carrière dans le conseil financier et l'audit. De Paris à Abidjan, il apprend très tôt à lire bien plus que des chiffres, à comprendre les dynamiques qui les façonnent. Il rejoint ensuite la société ivoirienne de banque, aujourd'hui Ati Jawari Wafa Bank. Très vite, il gravit les échelons. Il devient directeur général à seulement 40 ans. En 4 ans, grâce à un travail acharné, propulse cette dernière au rang de filiale rentable du groupe. Pour Daouda Coulibaly, la banque, c'est un moteur au service de l'économie réelle, car son leadership ne se mesure pas uniquement au bilan, mais à l'impact concret qu'il génère sur les acteurs économiques. J'essaie quand même aussi d'apporter mon expérience aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en termes de conseils, en termes de coaching, pour essayer de les aider, pour donner un peu de ce qu'on a reçu et pour aussi constituer donc un vivier, une Afrique forte, une Côte d'Ivoire forte, des entrepreneurs qui font bouger les choses. Ancien président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, administrateur au sein de plusieurs instances financières régionales, il occupe également le poste de directeur général adjoint du groupe Ati Jawari Wafa Bank, une fonction stratégique qui lui offre une vision qui dépasse les frontières d'Abidjan pour s'étendre à toute l'Afrique de l'Ouest. C'est dans cet esprit que les équipes de Succès en direct font appel à lui pour incarner le rôle de Baobab. Face aux candidats, son regard n'est jamais brutal. Qu'ils viennent déjà comme ils sont, avec leurs idées, avec leurs projets. Je pense que quand ils sont naturels, quand ils sont comme ils sont, ils arrivent à mieux vendre leurs projets, ils arrivent à mieux toucher donc, les investisseurs. Pour lui, pas de raccourci, pas d'improvisation. Qui passent les messages clés. C'est en 2 minutes. Beaucoup veulent scénariser en fait, donc, leur pitch. Il faut aller à l'essentiel en étant simple, moins chargé. Ça permet tout de suite de véhiculer donc, le message. Et à la fin donc, des 2 minutes, on sait ce que vous faites, on sait ce que vous voulez, on sait en fait pourquoi vous êtes là. Alors, notre entrepreneur a-t-il bien fait de mettre Daouda en veille? Je te sens extrêmement déçu. Mais pourtant, les Baobab n'ont pas dit que l'idée n'était pas bonne. Il faudra peut-être juste la restructurer. Mais j'ai senti tellement que tu étais déçu, tu ne leur as même pas dit au revoir. J'ai oublié, je suis vraiment désolé pour ça. Je les présente mes excuses en même temps. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, au moins j'ai réussi à te tirer un sourire. Oui, ça c'est vrai. Il ne faut pas perdre espoir, il faut retravailler ton projet et peut-être à une prochaine saison. Effectivement. À bientôt. D'accord, au revoir et bonne journée. Comme toujours, notre colibri Anouman, qui à chaque moment spécifique vient se poser pour nous donner de précieux proverbes qu'il faut bien méditer d'ailleurs. Alors Anouman, quel proverbe pour ce qui vient de se passer? Le choix, c'est comme un carrefour. Un chemin peut te perdre, l'autre peut te sauver. Mais si tu ne regardes pas avant de traverser, même la bonne route devient un danger. Merci Anouman pour ces précieux conseils. Retrouvons maintenant notre animatrice. On va tout de suite écouter les précieux conseils de l'œil du cerveau. Être entrepreneur, c'est porter de lourdes responsabilités. Et pour réussir, le chemin est rarement simple. Alors sage, quelles sont les méthodes essentielles pour s'imposer et durer en tant qu'entrepreneur? Dans les mathématiques, Einstein a dit qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Dans l'entrepreneuriat, lorsque vous avez la méthode, c'est déjà une bonne partie du chemin que vous avez fait. Il est vrai que quand j'ai commencé, j'étais un homme orchestre. Donc, en dehors de gérer les opérations du Grand Hôtel, qui étaient faites par un directeur expatrié, un Français que j'avais recruté, je devais m'occuper à peu près de tout le reste. Trouver les financements, trouver des nouveaux projets, superviser les chantiers de construction, trouver des talents. Donc, je m'occupais de beaucoup de choses. Et lorsqu'on fait cela, on a besoin d'abord d'une bonne hygiène de vie. Parce que c'est quand même demandant au niveau physique et intellectuel. Il faut une bonne hygiène de vie et je dis souvent ça aux jeunes. Alors ça, c'est quelque chose qui vient avec l'âge et la sagesse et l'expérience. Il faut une bonne hygiène de vie parce qu'un entrepreneur
qui prend des décisions tous les jours doit avoir une bonne santé physique. Et ça passe par des nuits de sommeil, du sport, l'alimentation et tout cela. Ensuite, il faut être très exigeant envers soi-même. Vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs de faire quelque chose que vous-même vous ne faites pas. Vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs de ne pas faire quelque chose que vous faites. On ne dirige que par l'exemplarité. Un bon leader, c'est celui qui donne l'exemple. Si vous ne donnez pas l'exemple, vous n'avez pas une culture d'entreprise. Ça veut dire quoi une culture d'entreprise? Ça veut dire que quand vous êtes là, vos collaborateurs vont vous faire croire qu'ils travaillent bien et beaucoup. Et quand vous n'êtes pas là, ben, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Ensuite, il faut être très professionnel. Dans la vie, on ne bâtit rien de pérenne dans, disons, le laisser-aller, le désordre et tout cela. Moi, je dis toujours aux jeunes, choisissez votre vision. En tout cas, une fois que vous avez fait votre introspection, que vous êtes sûr que vous voulez être un entrepreneur, parce qu'il ne faut pas être entrepreneur aussi parce que je vois Dangote, Mossadegh Bali, Koné Dosangui et tout cela. Il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat par mimétisme. L'entrepreneuriat, c'est une vocation, c'est une passion. Il faut que vous l'ayez dans votre ADN. Vous vous levez le matin, vous dites « Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer mon entreprise ?» C'est vraiment une passion. Mais le faire parce que c'est à la mode, parce que j'ai appris qu'il y a des pitchs, on va me donner 5 ou 6 millions, ou parce que je vois à la télé ces grands capitaines. Non, non, non. Il faut que vous soyez passionné par l'entrepreneuriat, sinon vous n'allez pas réussir. Donc, vous devez être très professionnel, ne pas vous disperser. Moi, souvent, on vient me proposer des projets. J'ai dit, moi, je suis concentré sur Azalaï. Oui, je peux investir dans des... Si je vois qu'il y a un business plan qui est bien, je peux investir en tant que sleeping partner. Voilà, j'apporte un peu de capital, mais je ne veux pas m'impliquer dans la gestion de cette entreprise. Donc, il faut se concentrer parce qu'il faut être professionnel dans la vie. Vous ne pouvez pas faire 1000 choses à la fois. Si vous faites 1000 choses à la fois, vous n'allez pas faire une seule chose bien. Vous devez vous faire entourer des meilleurs. Comme j'ai dit, j'ai racheté le Grand Hôtel de Bamako, je l'ai rénové, mais je ne l'ai jamais géré un jour. Parce que j'avais l'intime conviction que je ne savais pas gérer un hôtel. Même si c'est vrai, 30 ans après, aujourd'hui, un directeur d'hôtel ne peut pas me raconter n'importe quoi. Donc la méthode pour réussir un parcours entrepreneurial, c'est une exigence absolue envers soi-même. Ça vous permet d'être exigeant envers vos collaborateurs. C'est, je dirais, être quasiment maniaque du professionnalisme. Il faut absolument choisir les meilleurs, mieux que vous dans le domaine précis, pour vous entourer. Si vous faites ça, vous avez de fortes chances de réussir votre parcours entrepreneurial. Discipline du corps et de l'esprit à travers le sport, exigence dans chaque action, professionnalisme, passion et concentration, et surtout, savoir s'entourer des bons experts. Autant de règles d'or pour bâtir un projet solide et pérenne. C'est donc fort de ces enseignements que nous remercions notre sage pour la richesse de son partage. Et vous, chers téléspectateurs, quelles sont vos propres clés pour réussir? Sur cette réflexion, retrouvons maintenant Kimi Star dans le SAS. Dangadef? Jamorek. Je ne pourrais pas continuer. Ah, alors, non, notre troisième entrepreneur de ce soir nous vient tout droit du Sénégal pour pitcher son projet à nos baobabs. Mais est-ce que tu auras la chance de présenter ton projet à tous les baobabs présents? C'est le tirage du destin qui va le déterminer. Je te laisse y aller. Merci. Une boule blanche, tu pourras pitcher à tout le monde. Une boule rouge, tu vas devoir mettre en veille un des investisseurs. Ok. On y va? Vas-y. Bravo! Super. Pris une boule blanche, je la récupère. Tu pourras donc pitcher ton projet à tous les baobabs présents ce soir et aussi à l'investisseur mystère. Super. Écoute, bon courage et à tout à l'heure. Merci. Au plaisir.
Avant que les baobabs entendent ce troisième projet, nous, on va déjà découvrir de quoi il s'agit. Direction Ziguinchor, à plus de 400 km de Dakar. Ici, un entrepreneur a décidé de redonner ses lettres de noblesse à la terre. Héritier d'un savoir transmis par son père, il veut faire du riz de Casamance un véritable trésor africain. Mon père, c'est avant tout un boutiquier. J'ai beaucoup vendu du riz thaïlandais, italien, même chinois. Je me disais, en fait, pourquoi pas produire ce que nous consommons, en fait. Et c'est là où vient le déclic. Je me dis, en fait, autant produire ici et consommer ici, consommer le local. Ça fait 5 ans que je suis dans la chaîne de valeur riz et donc 5 ans de confiance des paysans. Les différentes problématiques des paysans, c'est vraiment la lourdeur du travail. Le travail qui est vraiment pénalisant et qui vraiment leur use. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la mécanisation, sinon on ne pourra pas avoir les rendements escomptés jusqu'à pouvoir régler eux leurs problématiques majeures. Chaque sac de riz importé est une dépendance de plus. Mais chaque sac de riz cultivé ici, transformé ici et consommé ici, là c'est de la richesse créée, c'est de la création d'emplois. Je travaille avec 2800 producteurs actifs, 4000 inactifs et un potentiel de 10 000. Une productrice m'a dit, tu sais Abdou, grâce à toi, le riz que je commercialise là, j'arrive à amener mon enfant à l'école, lui donner les soins qu'il a besoin. Et aujourd'hui, ils peuvent même se permettre de rester vivre ici au dépit de partir dans les grandes villes. Investir sur le riz, ce n'est pas que financer. C'est nourrir un peuple, c'est créer de l'emploi, c'est restaurer des écosystèmes et bâtir une fierté collective pour tous. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Alors aidons-nous pour relever le défi de la souveraineté alimentaire. Mais cet appel aux racines suffira-t-il à convaincre nos baobabs de miser leur cori? Réponse dans quelques instants. Kassoumai, chez nous on dit. Une question. Comment atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz sur le plan continental en ayant des actions locales, régionales et sous-régionales? La Casamance produisait 70% du riz consommé au Sénégal dans les années 1960. Aujourd'hui, face aux méthodes traditionnelles, l'accès limité au marché, ce qui a freiné les rendements, le Sénégal a importé en 2023 1 300 000 tonnes de riz, soit l'équivalent de 302 milliards de francs CFA, ce qui souligne des solutions d'urgence locales et un marché à prendre. Mesdames et messieurs, alors je vous dirais, M&I. M&I c'est quoi? M&I révolutionne la chaîne de valeur riz en Casamance. M&I collabore avec les organisations paysannes, les sociétés coopératives et les petits producteurs que l'on facilite les facteurs de production, intrants, semences, bonnes pratiques, agroécologie et même assurance maladie. M&I se procure donc de la traçabilité, forme les jeunes et qu'ils les permettent de rester vivre au pays. Concrètement, M&I en 2024, c'est 533 tonnes de riz produits. En 2025, on s'attend à 2250 tonnes sur 450 hectares, soit 5 tonnes à l'hectare, avec 2800 producteurs familles, 4000 inactifs et un potentiel de regrouper 10 000. Nos besoins est de 1 million d'euros pour 700 000 euros en CAPEX pour les investissements à long terme, 200 000 euros en OPEX pour les obligations à court terme et 100 000 euros pour notre BFR. Que pensent nos baobabs de son commandilé? C'était quoi la proposition que vous nous faites aujourd'hui? On souhaiterait 1 million d'euros pour 18% de notre capital. Ça fait une grosse valorisation. Oui, parce qu'aujourd'hui, notre entreprise est valorisée à 500 millions. Combien? 500 millions. 500 millions. 500 millions. De francs De quoi? Oui, tout à fait, de francs CFA. 500 millions de francs CFA et vous voulez? 1 million d'euros. 1 million d'euros. 655 millions. 655 millions pour 18%. Ouais. Si votre entreprise est valorisée à 500 millions, ça veut dire que les 100% font 500 millions. C'est 500 millions? Tout à fait.
Et vous voulez 18% à 650 millions. Oui. Les calculs sont pas bons. Hein. C'est ce qu'on veut. C'est quoi l'anticipation? L'anticipation, déjà, nous, on s'attend à 2250 tonnes. Donc, après usinage de 65%, on aura 697 500 000 francs CFA de riz commercialisé. D'accord, ça ne nous dit pas quel argent va rentrer dans notre poche avec tout ça. Parce que moi, c'est sûr que si on me demande 1 million d'euros, je vais demander un certain retour sur investissement. Le retour sur investissement, aujourd'hui, je vous dirais que si vous ne prenez pas le train, vous risquez de perdre 18% d'une valorisation d'1 milliard dans moins d'1 an. Donc, moi, j'aime bien le riz. Hein. Moi, j'ai envie Il faut manger beaucoup de riz à ce rythme-là, franchement. Mais je veux dire, mettre 1 million d'euros aujourd'hui, savoir combien je vais gagner d'ici 1 an. Et là, quand vous dites ça, 18%, ça donne 1 million d'euros, vous nous donnez 18% de... Dans un an, vous aurez 200 000 euros. 200 200 000 euros de valo. Dans un an? Oui, dans un an, déjà rentable. Daouda, il est plus expert. Là, on va attendre la réponse du banquier, parce que moi, personnellement, je suis un peu perdu. Mais vraiment, une entreprise qui est valorisée à date à 500 millions, vous voulez qu'on mette 1 million d'euros pour avoir 18%. Il y a une grosse incohérence quand même. Non, je pense que peut-être qu'il peut y avoir des anticipations futures qui sont très proches et qui permettent effectivement d'arriver à une certaine valorisation qui arrive très rapidement, peut-être dans les 10 millions d'euros, on ne sait jamais, ou dans les 15 millions d'euros. Mais c'est ça en fait que monsieur n'arrive pas non plus à nous expliquer en fait, voilà. Donc c'est dans combien de temps? C'est dans 2 ans, dans 3 ans? Et puis dans surtout, combien de temps moi j'attends des en anticipations de vente, parce qu'avec une valorisation aussi importante, il faut en vendre du riz. Hein. Oui, il faut dire que... Et puis vous avez une grosse concurrence sur les importations. C'est ça. Il y a des gens qui se font de l'argent aujourd'hui avec du riz importé. Vous allez leur dire, vous inquiétez pas, de toute façon la Casamance c'est génial, poussez-vous, nous on va vendre votre riz? Alors c'est pas ça, il faut savoir que nous déjà on a un problème de productivité, de stock. C'est-à-dire que le riz, il est très prisé. Et aujourd'hui, il faut dire que notre concurrence, par exemple le riz asiatique, ils vendent le riz à 350 francs, nous on le vend à 500 francs. Et en fait, ça ne suffit pas en fait. Parce que la demande, elle est là et elle est très forte. Ok, mais votre riz, c'est quoi la particularité? Il est parfumé? Non, c'est du riz ordinaire, pas parfumé. Mais pas parfumé. Il cuit en combien de minutes? En 18 minutes. C'est précis. Non, mais votre riz, effectivement, vous le vendez à 500, les gens l'achètent parce que, en fait, est-ce que ce n'est pas la classe premium qui préfère du riz local qui est effectivement plus agréable au goût que le riz en fait, importé? Parce qu'après, derrière, la population préfère du riz qui coûte moins cher parce qu'aussi, il y a une question de coût de la vie aussi. Et donc, le coût de facteur en Asie, on sait très bien, sur les rizicultures, sont beaucoup plus moins chers que, en fait, que ce qu'on peut trouver en fait, donc, localement ici, que ce soit en Côte d'Ivoire comme au Sénégal. Et donc, est-ce que vous visez niche ou bien en fait c'est Alors nous, on veut faire riz national. Riz national, d'ici 2035, on voudrait atteindre 5 millions de tonnes de riz commercialisé sous la marque M&I. Mais on comprend que vous voudriez. Notre question, c'est comment vous allez faire pour vendre à une plus grande cible du riz plus cher que celui qu'ils achètent aujourd'hui. Déjà produire autant et en fait arriver, parce que tant qu'on reste il va produire ça avec ton million d'euros. C'est ça la Oui, mais bon, ça c'est... Comment on va faire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des partenaires comme IFO White qui nous facilitent l'accès au marché au niveau sous-régional. On a des partenaires assez solides comme les campements, restaurants, hôtels qui arrivent à commercialiser le riz facilement en fait. D'accord. Moi, la question, c'est vrai. Un rêve est en jeu, un investissement peut tout changer. Nos baobabs ont-ils choisi d'y croire? Tu mets tes coris ou pas? C'est la question, voilà, c'est ça maintenant. Bon, moi, je ne suis pas confortable avec le modèle économique pour mettre mon coris. Moi aussi, c'est vrai que voilà,
Quand vous êtes arrivé, j'ai vu le sac des riz, j'étais très, enthousiaste, c'est vrai. Mais après, il faut dire qu'après, entre l'investissement, le montant de l'investissement et les parts proposées, c'est là où je ne suis pas trop à l'aise. Mais c'est une très bonne initiative, on vous encourage. Mais bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous accompagner. Moi, je vais être plus dur que mes frères Baobab. Je trouve que l'idée est belle. Ce n'est pas suffisant. Clairement, les calculs ne sont pas bons. Parce que quand on vient devant des investisseurs pour demander 600 millions, il faut avoir de sérieux chiffres derrière. Il faut avoir un sérieux potentiel de vente que je n'entends pas dans tous les chiffres que vous avez donnés. Et pour cette raison, je ne vais pas mettre mes coris sur votre projet. Merci. Je partage donc l'avis de Vanessa. En tout cas, l'idée est très belle, le projet est très beau parce qu'effectivement, il y a besoin de produire donc du riz. Et effectivement, il y a une niche qui aime ce type de riz de grande qualité et qui est prêt à payer en fait une prime spéciale parce que vous l'avez dit, entre 300, voilà, donc les autres payent à 300 le riz importé. Et là, les gens sont prêts à mettre à 500 millions. C'est exactement pareil sur la Côte d'Ivoire, donc ce type de riz donc de niche. Mais après, est-ce que vous ne nous avez pas expliqué comment vous passez à l'échelle, comment vous arrivez à produire en fait suffisamment pour en fait arriver à atteindre les chiffres que vous avez dit. Sur en fait la valorisation, on a été un peu perdu. Sur la question en fait donc de retour sur investissement, alors là on a été encore plus perdu. Et donc bon, je pense en fait que sur les chiffres, c'est pas bien vendu, c'est pas bien travaillé, c'est pas bien en fait tout. Donc ça nous laisse dans le flou, dans la sécurité. Et quand même que le projet soit bon, vous serez venu en disant on veut produire telle quantité, c'était un produit de niche dans un premier temps, voici ce qu'on va faire pour y arriver et voici ce que ça va donner comme chiffre d'affaires, après comme résultat et voici où là on va être dans 2, dans 5 ans, ça va être tout. Mais quand vous êtes là, de gros chiffres, on va produire 5 millions, bon, donc là c'était un travail titanesque quoi. Donc ça fait que je suis réservé et je préfère garder mes coris. Merci. Merci à vous. Et bon courage en tout cas. Merci. Malheureusement, notre entrepreneur repart à Ziguinchor sans coris. Mais une question reste en suspens. Qu'est-ce qui a réellement manqué? Je pense qu'il n'a pas travaillé l'aspect... Il n'a pas travaillé l'aspect financier, l'aspect chiffre. Et je pense que c'est pour ça qu'il a introduit en disant qu'il est un entrepreneur social. Ouais. Il y a la mission derrière de reconquérir des parts de marché avec du riz local, qui est une mission respectable. Mais clairement, les calculs ne sont pas bons. Les calculs sont... Aïe, 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 aïe. Les calculs ne sont pas bons. C'était fort quand même quand Vanessa l'a dit. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Non, on n'est jamais déçu. Soit on gagne, soit on apprend. Comme on dit, et ça va me être averti pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc à la prochaine fois. Djerejef. Djerejef. Merci, un plaisir. Ce soir, face à des baobabs méticuleux et exigeants, 3 entrepreneurs ont fait preuve d'audace et de courage. Notre premier entrepreneur, avec son projet AO Green, a réussi à convaincre nos baobabs grâce à son idée innovante de collecte de données. Le deuxième, avec son canapé, un paiement facile grâce à la reconnaissance faciale, n'a malheureusement pas convaincu les baobabs. Le bon baobab a été mis en veille et il repart donc sans coris. Quant au troisième, qui présentait Emané, un projet ambitieux de production de riz de Casamance à grande échelle, il n'a pas non plus réussi à séduire nos baobabs et repart lui aussi sans coris. Alors souvenez-vous, dans Succès en direct, tout peut arriver. Ce soir, nous avons encore prouvé que l'Afrique est un continent dynamique qui mène activement sa propre construction et son développement. Merci à nos baobabs pour leurs conseils avisés et leur pari sur la jeunesse du continent. Et surtout, merci à vous, là où vous êtes, de croire en nous et de croire que le succès africain s'écrit ici, maintenant, ensemble. Bonsoir chez vous. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital,
Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Le label Kaydan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définitions raffinées, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Kaydan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Kaydan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Kaydan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Fiscalité, comptabilité, droit du travail, vos équipes sont-elles vraiment prêtes? Illy Conseil, cabinet expert en fiscalité, accompagne des multinationales et des PME sur les problématiques fiscales et douanières en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Agréé FDFP, Illy Conseil renforce les compétences de vos collaborateurs en fiscalité, en comptabilité, en finance et en droit. Des formateurs qualifiés, des programmes pratiques, des résultats concrets. Illy Conseil, l'excellence au service de votre performance.